Dans un port, quelque part entre l'Asie et l'Amérique, un conteneur quitte un terminal sous lumière blanche. À première vue, ce n'est rien. Une boîte de métal parmi des milliers d'autres. Et pourtant, à l'intérieur, il y a peut-être déjà le monde entier. Des composants conçus aux États-Unis, assemblés en Chine, financés par des capitaux venus d'ailleurs, assurés à Londres, transportés sur une route maritime protégée par une puissance qui n'est ni celle du pays qui fabrique, ni celle du pays qui consomme. Voilà le vrai monde. Un monde où les grandes puissances ne sont pas seulement en concurrence. Elles sont aussi imbriquées, profondément, dangereusement, parfois malgré elles. C'est pour cela que l'idée d'un découplage total entre Washington et Pékin fascine autant. Parce qu'en apparence, tout semble simple. Deux blocs, deux systèmes, deux économies qui se séparent enfin. D'un côté, l'Amérique et ses alliés. De l'autre, la Chine et sa sphère. Chacun son camp. Chacun ses technologies. Chacun ses chaînes d'approvisionnement. Chacun ses financements. Chacun ses normes. Chacun ses marchés. Mais le monde réel ne se découpe pas si proprement. Car si les États-Unis et la Chine se découplaient totalement, ce ne serait pas seulement la fin d'une relation commerciale tendue. Ce serait un choc de structure pour l'économie mondiale. Un choc sur les prix. Un choc sur la production. Un choc sur les monnaies. Un choc sur les investissements. Un choc sur les pays intermédiaires. Et surtout, un choc sur une idée que beaucoup de sociétés ont fini par prendre pour acquise. L'idée qu'un seul monde pouvait encore suffire à tout relier. La vraie question n'est donc pas seulement celle-ci. Est-ce que Washington et Pékin peuvent se séparer? La vraie question est plus froide. Que devient le monde quand ces deux centres de gravité cessent non seulement de se méfier l'un de l'autre, mais décident de ne plus fonctionner ensemble du tout? Beaucoup de gens imaginent un grand divorce. Une séparation nette, presque administrative. Deux puissances coupent leurs échanges. Deux économies cessent de dépendre l'une de l'autre. Et ensuite, le reste du monde s'adapte. Ce scénario paraît simple. Mais c'est justement cette image qu'il faut casser. Parce qu'un découplage total entre Washington et Pékin ne serait pas un simple réalignement commercial. Ce serait une transformation brutale de l'architecture mondiale. Pourquoi? Parce que les États-Unis et la Chine ne sont pas simplement deux grands pays qui commercent beaucoup. Ils occupent, chacun à leur manière, une position systémique. Les États-Unis dominent encore une grande partie de la finance mondiale. Le dollar. Les marchés de capitaux. Une partie décisive des technologies critiques. Les alliances stratégiques. Les normes. La Chine, elle, pèse au cœur de la production industrielle. Du raffinage. Des métaux critiques. De l'assemblage. Des chaînes manufacturières. Et d'une part essentielle des infrastructures qui relient l'Asie, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique latine. Autrement dit, si ces deux centres de gravité se séparaient totalement, le problème ne serait pas seulement ce qui ne se vend plus. Le problème serait tout ce qu'il faudrait reconstruire. Les routes logistiques, les chaînes d'approvisionnement, les standards techniques, les systèmes de paiement, les choix d'investissement, les arbitrages diplomatiques, et même la place que chaque autre pays devrait choisir dans le système. Voilà pourquoi il faut regarder cette question en 3 temps. D'abord, comprendre pourquoi un découplage total ne créerait pas deux blocs propres et stables. Ensuite, voir comment cette rupture toucherait concrètement l'industrie, la finance, la technologie et les matières premières. Et enfin, poser la vraie question. Qui paierait le prix de cette séparation? Les deux géants? Ou, comme souvent dans l'histoire, le reste du monde? Avant d'imaginer ce monde-là, il faut partir du bon point de départ. Et le bon point de départ, ce n'est pas un monde déjà séparé. C'est l'inverse. C'est un monde encore profondément imbriqué. Même s'il se fragmente déjà. Depuis plusieurs années, les barrières commerciales montent. Les restrictions technologiques aussi. Les politiques industrielles se durcissent. La sécurité économique prend de plus en plus de place. C'est cela qu'il faut voir. Le système mondial n'est pas passé brutalement d'un âge d'or ouvert à un blocage total.
Il est entré dans une zone intermédiaire. Une zone où les grandes puissances commercent encore, investissent encore, produisent encore ensemble dans certaines chaînes. Mais une zone où la logique de sécurité commence à l'emporter sur la logique d'efficacité. Autrement dit, le monde n'est pas encore coupé en deux. Mais il n'est déjà plus complètement unifié non plus. Et c'est précisément ce qui rend l'hypothèse d'un découplage total si lourde. Parce qu'elle ne partirait pas de zéro. Elle partirait d'une économie mondiale où les États-Unis restent au cœur du dollar, des marchés de capitaux, des normes financières et d'une partie décisive des technologies critiques. Tandis que la Chine reste centrale dans la production manufacturière, la transformation industrielle est une part essentielle des chaînes d'approvisionnement mondiales. Dans un tel système, séparer totalement Washington et Pékin ne reviendrait donc pas simplement à fermer un corridor commercial. Ce serait arracher l'un de l'autre deux piliers encore branchés sur les mêmes circuits mondiaux. Les circuits du commerce, du crédit, des composants, de la logistique, des données, des standards, des dépendances industrielles. Et quand deux centres de gravité de cette taille se détachent l'un de l'autre, le reste du monde ne peut pas rester immobile. Il doit se repositionner. Il doit réallouer. Il doit choisir. Ou tenter de ne pas choisir. Et, souvent, cela coûte encore plus cher. Voilà le vrai contexte. Le monde actuel repose sur une contradiction. Tout le monde parle de souveraineté. Mais une immense partie de la prospérité mondiale dépend encore d'interdépendances que personne ne sait remplacer rapidement à coût supportable. C'est pour cela qu'un découplage total ne serait pas seulement un affrontement de puissance. Ce serait une épreuve de reconfiguration globale. Et dans ce genre d'épreuve, la question n'est jamais seulement de savoir qui rompt. La vraie question est de savoir qui peut absorber le choc. Car ce qui est en train de se passer aujourd'hui ne ressemble pas encore à un découplage total. Et pourtant, la logique qui peut y conduire est déjà là. Elle avance par couches. Pas forcément par un grand choc. Pas forcément par un grand discours. Elle avance par restrictions ciblées. Par barrières douanières. Par contrôle à l'exportation. Par subventions stratégiques. Par filtrage des investissements. Par réorganisation des chaînes d'approvisionnement. Par réduction volontaire des dépendances jugées trop risquées. Autrement dit, le découplage commence rarement comme un divorce officiel. Il commence comme une série de décisions techniques, nationales, défensives en apparence, qui finissent par modifier la structure entière du système. C'est cela, le vrai déclencheur. Le basculement d'un monde organisé surtout autour du coût, de l'efficacité et de la fluidité, vers un monde organisé de plus en plus autour de la sécurité, de la résilience, du contrôle et du risque stratégique. Pendant longtemps, la logique dominante était simple. Si un pays produisait moins cher, plus vite ou à plus grande échelle, il gagnait une place plus importante dans la chaîne mondiale. Aujourd'hui, cette logique ne disparaît pas. Mais elle ne suffit plus. Une dépendance peut désormais être économiquement rationnelle et stratégiquement inacceptable. Voilà pourquoi le mouvement en cours ne consiste pas simplement à moins commercer. Il consiste à redéfinir quelles dépendances restent tolérables et lesquelles deviennent trop dangereuses pour être laissées au marché. Dans la relation entre Washington et Pékin, cette logique est explosive. Pourquoi? Parce qu'elle touche les points névralgiques du système mondial. Les semi-conducteurs, les équipements avancés, les technologies duales, les minerais critiques, les batteries, les infrastructures numériques, les données, les financements, les normes industrielles. À partir du moment où ces secteurs cessent d'être vus comme de simples segments économiques et sont traités comme des actifs de puissance, le marché mondial change de nature. Il n'est plus seulement un espace d'échange. Il devient un terrain de sécurisation. Et ici, il faut être précis. Le vrai sujet n'est pas seulement la Chine. Le vrai sujet n'est pas seulement l'Amérique. Le vrai sujet, c'est qu'un nombre croissant de décisions publiques repose désormais sur l'idée suivante. Dans certains domaines, dépendre d'un rival systémique devient un risque que l'on préfère payer cher aujourd'hui plutôt que subir demain. À partir de là, chaque mesure de protection appelle une contre-mesure. Chaque restriction crée un effort de substitution.
Chaque sanction accélère une stratégie d'autonomie. Chaque tentative de sécurisation fragmente un peu plus l'espace commun. Et plus ce mouvement avance, plus un découplage total cesse de paraître théorique. Il devient l'extension extrême d'une trajectoire déjà engagée. Autrement dit, ce qui se passe vraiment aujourd'hui, ce n'est pas encore la séparation totale. C'est la transformation progressive d'une interdépendance en vulnérabilité perçue. Et quand deux grandes puissances commencent à lire leurs liens économiques non plus comme des sources de prospérité commune, mais comme des points d'exposition stratégiques, le monde entre dans une autre phase. Une phase où l'intégration ne suffit plus à rassurer. Une phase où la connexion elle-même devient suspecte. Une phase où l'on ne demande plus seulement « est-ce rentable ?», mais aussi « est-ce supportable si cela se retourne contre nous ?» C'est à ce moment-là qu'un système mondial commence réellement à se fissurer. Pour comprendre ce que deviendrait réellement le monde en cas de découplage total entre Washington et Pékin, il faut maintenant regarder le mécanisme. Et ce mécanisme repose sur trois grands axes. Le premier, c'est la reconstruction forcée de la production mondiale. Aujourd'hui encore, une partie essentielle de l'économie mondiale repose sur des chaînes dans lesquelles la conception, le financement, les composants, l'assemblage, le transport et le marché final ne se trouvent pas dans le même pays. Un découplage total obligerait entreprises, États et investisseurs à reconfigurer ces chaînes à marche forcée, avec davantage de doublons, davantage de coûts fixes, davantage de redondance et moins d'efficacité globale. Le monde ne remplacerait pas proprement une grande usine par une autre. Il devrait reconstruire des écosystèmes entiers, des réseaux de sous-traitance, des capacités logistiques, des savoir-faire intermédiaires, des infrastructures de raffinage, d'assemblage, de test, de conformité, de certification. Et tout cela prend du temps. Beaucoup de temps. Pendant cette transition, les prix monteraient. Les délais s'allongeraient. Les marges se tendraient. Et les entreprises les plus exposées deviendraient plus prudentes. Le deuxième axe, c'est la fragmentation monétaire et financière. Beaucoup pensent d'abord aux usines et aux conteneurs. Mais un découplage total toucherait aussi ceux qui financent, assurent, crédibilisent et règlent le système. Car les États-Unis occupent encore une place centrale dans le dollar, les marchés de capitaux et une partie décisive de la finance mondiale. Si la rivalité avec la Chine entrait dans une phase de séparation totale, la question monétaire cesserait d'être secondaire. Elle deviendrait stratégique. Les entreprises chercheraient à réduire certains risques de juridiction. Les États chercheraient à diversifier leurs canaux de règlement. Les blocs chercheraient à créer des espaces de paiement, de crédit et d'investissement moins exposés aux rivales. Cela ne veut pas dire que le dollar s'effondrerait du jour au lendemain. Cela veut dire quelque chose de plus réaliste. Et peut-être de plus dangereux. Un monde moins fluide, moins standardisé, moins prévisible. Un monde où l'argent circule encore, mais à travers davantage de filtres politiques, de primes de risque et de logique de camp. Et ce type de monde coûte plus cher à tout le monde. Le troisième axe, c'est la recomposition du pouvoir sur les pays intermédiaires. Et ici, beaucoup d'analyses deviennent trop binaires. Elles imaginent deux géants qui se séparent. Puis elles s'arrêtent là. Mais le vrai sujet, c'est le reste du monde. L'Europe, l'Asie du Sud-Est, Inde, le Mexique, le Golfe, l'Afrique, l'Amérique latine. Tous ces espaces qui, aujourd'hui, commercent, arbitrent, réexportent, attirent les relocalisations, ou essaient de rester dans plusieurs circuits à la fois. Dans un monde de découplage total, ces pays ne seraient pas simplement des bénéficiaires opportunistes. Ils deviendraient des zones de pression, des zones de transit, des zones d'arbitrage, parfois des zones de concurrence subventionnées, parfois des zones de dépendance nouvelles, et souvent des zones sommées de choisir plus clairement leur place. C'est là que le système mondial changerait réellement de nature, parce qu'il ne fonctionnerait plus principalement comme un espace intégré cherchant l'optimisation. Il fonctionnerait de plus en plus comme un ensemble de circuits concurrents cherchant la sécurité, le contrôle et la loyauté stratégique. Voilà pourquoi le découplage total entre Washington et Pékin ne produirait pas simplement deux économies séparées. Il produirait un monde plus cher, plus rigide, plus redondant et plus instable.
Un monde où produire coûterait davantage. Où financer coûterait davantage. Où choisir coûterait davantage. Et dans l'histoire économique, quand tout devient plus coûteux en même temps, les plus puissants n'absorbent presque jamais seuls le choc. Le reste du monde le subit aussi. À ce stade, une objection revient souvent. Tout cela serait peut-être vrai à l'échelle des États-Unis, de la Chine ou des grandes chaînes mondiales. Mais pour la France, pour l'Europe, pour la vie quotidienne, est-ce que cela changerait vraiment quelque chose de concret? La réponse est oui. Et sans doute plus que beaucoup ne l'imaginent. Car l'Europe n'est pas extérieure à cette fracture. Elle est prise dedans. D'un côté, elle reste profondément insérée dans l'espace stratégique occidental, dans les normes financières dominées par le dollar, dans les alliances de sécurité et dans une partie des dépendances technologiques avancées. De l'autre, elle a développé au fil des années des liens commerciaux, industriels et productifs considérables avec la Chine. Autrement dit, dans un scénario de découplage total entre Washington et Pékin, l'Europe ne pourrait pas simplement regarder la scène de loin. Elle serait forcée de s'ajuster. Et cet ajustement ne serait pas abstrait. Il toucherait d'abord les coûts. Des coûts industriels plus élevés. Des coûts d'investissement plus élevés. Des coûts commerciaux plus élevés. Mais le choc ne s'arrêterait pas aux entreprises. Il descendrait dans la vie quotidienne. Plus lentement, peut-être. Mais réellement. Car quand les coûts industriels montent, quand les chaînes deviennent moins efficaces, quand certains intrants augmentent, quand le transport se complique, cela finit toujours par apparaître quelque part. Dans le prix des biens importés. Dans le coût de certains équipements. Dans le renouvellement plus cher des technologies du quotidien. Dans des marges plus serrées pour les entreprises européennes. Dans des arbitrages plus prudents sur l'emploi, l'investissement et les salaires. Et à terme, dans un sentiment diffus. Celui que tout devient plus fragile, plus cher, plus hésitant. Pour la France, cela pourrait prendre une forme très concrète. Une industrie plus exposée à des composants plus coûteux. Des secteurs exportateurs face à des marchés plus segmentés. Des consommateurs qui paient davantage pour certains biens électroniques ou certains équipements. Des entreprises qui hésitent davantage à investir tant qu'elles ne savent pas dans quel monde de normes, de sanctions et de dépendances elles devront opérer demain. Et derrière cela, un effet plus discret, mais tout aussi important. L'effet psychologique. Dans un monde structuré par deux pôles qui cessent de fonctionner ensemble, les entreprises, les gouvernements et les ménages apprennent à vivre dans un univers moins lisible. Moins lisible pour les prix. Moins lisible pour les marchés. Moins lisible pour les choix d'investissement. Moins lisible pour les carrières industrielles. Moins lisible pour la stratégie européenne elle-même. Or, une économie ne ralentit pas seulement quand elle manque de ressources. Elle ralentit aussi quand elle manque de visibilité. Voilà pourquoi, pour l'Europe, le vrai danger d'un découplage total ne serait pas seulement de perdre la Chine ou de suivre les États-Unis. Le vrai danger serait d'entrer dans un monde où il faut payer davantage pour rester autonome, tout en restant encore dépendant. Un monde où l'on investit plus pour sécuriser, sans retrouver la fluidité d'avant. Un monde où l'on parle davantage de souveraineté, parce que l'ancien confort de l'interdépendance s'est déjà fissuré. Et c'est là que cette histoire rejoint la vie quotidienne. Parce qu'au bout du compte, un grand découplage ne se traduit pas seulement par des cartes géopolitiques plus nettes. Il se traduit souvent par une chose beaucoup plus simple. Un monde qui coûte plus cher à faire fonctionner. Et quand le monde coûte plus cher à faire fonctionner, quelqu'un finit toujours par le sentir dans sa facture, dans son panier, dans son entreprise, dans son crédit ou dans son horizon économique. Alors, si Washington et Pékin se découplaient totalement, que deviendrait le monde? Le verdict est assez clair. Il ne deviendrait pas simplement bipolaire. Il deviendrait plus fragmenté, plus coûteux, plus prudent et probablement plus instable. Parce qu'un découplage total ne créerait pas deux blocs propres, autonomes et parfaitement cohérents. Il créerait plutôt un système mondial moins efficace, traversé par davantage de doublons, davantage de contrôle, davantage de rivalité industrielle, davantage de pression sur les pays intermédiaires, et davantage de coûts invisibles qui finiraient par devenir très visibles. Le scénario le plus probable ne serait d'ailleurs pas forcément celui d'une séparation instantanée, totale, proclamée du jour au lendemain. Le scénario le plus plausible serait plus progressif.
plus irrégulier, plus ambigu. Un monde où certaines chaînes seraient cassées plus vite que d'autres. Où certaines technologies deviendraient presque totalement cloisonnées. Où certains flux financiers resteraient ouverts, mais sous pression. Où certains pays chercheraient à profiter du nouvel ordre tout en retardant le moment du choix. Autrement dit, un monde où le découplage total ne ressemblerait pas à une porte qui claque, mais à une architecture commune qui se démonte pièce par pièce. Et c'est justement ce qui le rendrait si difficile à gérer. Parce qu'un système peut parfois survivre à un choc brutal. Mais il s'épuise beaucoup plus difficilement quand il entre dans une longue phase de renchérissement, de méfiance et de redondance stratégique. À partir de là, 3 grands scénarios se dessinent. Le premier, c'est un découplage partiel durable. Les États-Unis et la Chine continuent d'échanger dans certains domaines, mais verrouillent de plus en plus les secteurs jugés stratégiques. Le deuxième, c'est un monde de blocs souples. Un monde où les pays intermédiaires deviennent des zones de connexion, de contournement, de relocalisation et d'arbitrage. Le troisième, c'est le vrai grand risque. Celui d'un découplage qui finit par contaminer presque tout à la fois. La technologie, la finance, les normes, les paiements, les alliances industrielles, les matières premières, et jusqu'à la manière dont chaque pays doit définir sa souveraineté économique. À ce moment-là, le monde ne serait plus simplement en train de se réorganiser. Il serait en train de perdre une partie de ce qui faisait tenir ensemble la mondialisation tardive. La possibilité de dépendre de l'autre sans considérer cette dépendance comme une menace immédiate. Et c'est peut-être cela, le point le plus important. Le vrai sujet n'est pas seulement de savoir si les États-Unis et la Chine peuvent vivre séparément. Le vrai sujet est de savoir si le reste du monde peut absorber le prix d'une séparation entre ces 2 plus grands centres de gravité. Car dans un système aussi intégré, la rupture des géants ne reste jamais une affaire de géants. Elle devient une affaire de coûts, de normes, de croissance, de sécurité, d'emploi, de monnaie, de pouvoir. Et donc, au bout du compte, une affaire de vie quotidienne pour des sociétés qui n'ont pourtant pas décidé elles-mêmes de la fracture. Voilà pourquoi la question n'est pas théorique. Elle concerne déjà le monde qui est en train d'émerger. Un monde où l'interdépendance ne disparaît pas complètement, mais où elle cesse d'être vécue comme une promesse stable. Un monde où la prospérité coûte plus cher à protéger. Un monde où la puissance redevient le cadre principal de l'économie. Un monde où, peut-être, la mondialisation ne s'arrête pas, mais change de nature. Et c'est peut-être là que tout commence vraiment. Parce qu'une fois que le monde ne cherche plus seulement à produire ensemble, mais à se protéger les uns des autres, ce n'est pas seulement le commerce qui change. C'est l'idée même d'ordre mondial.